Je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à ce lancement mondial de, eh bien, la publication du NSI 5. Alors, ceux qui connaissent NORAC, ceux qui sont membres de NORAC, eh bien, si ce n'est pas le cas, eh bien, enregistrez-vous dès que possible. Vous savez que dans notre stratégie, nous avons 5 thèmes: données et preuves, éducation et ODD, innovation et perturbation, approche du secteur privé et notre réseau. Cet événement, en fait, entre dans la lignée de ce 5e volet réseau, c'est-à-dire que nous essayons vraiment de vous apporter des informations pertinentes, accessibles, et ce, à l'adresse de tous les membres de notre réseau, ce qui inclut également notamment la fourniture de ces traductions régionales, ces contextualisations régionales justement de nos documents, et c'est ce qui explique le NSI. Alors, vous voyez sur notre site web que nous avons bon nombre de membres du réseau NORAC qui participent à la conférence CIES, justement CIES qui se tiendra le mois prochain, c'est bientôt, hein. Et bien sûr, n'hésitez pas à consulter ton éducation et nous serons absolument ravis de vous accueillir, que ce soit en personne ou en ligne. Alors, nous avons les NSI 05, nous avons les questions régionales. C'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui en arabe, français, en chinois mandarin, en russe et en espagnol. Et le contenu du NSI 5, pour la version originale, en fait, nous avons 6 parties: perspective mondiale, réforme nationale progressiste et régressive, militantisme local ou activisme local, le besoin de réforme mondiale, fiscalité, privatisation et mouvements sociaux. Chacun de nos éditeurs régionaux, en fait, s'est penché sur justement l'un de ces volets du NSI 05 et a choisi quelques articles qui sont les plus pertinents pour sa région et les a traduits. Alors, comment travaillons-nous avec les éditions régionales du NSI? En fait, nous essayons véritablement de décentraliser la production de connaissances au titre de notre réseau NORAG. Et il en va de même pour les éditeurs en chef invités. Nous avons toujours des invités qui travaillent pour nous. Et puis, nous avons les éditeurs régionaux. Question de nous assurer pour faire tout ce que nous pouvons pour promouvoir le NORAG auprès de nos membres du Sud. Et pour traduire les articles du NSI originel ou initial, eh bien, on ajoute effectivement au niveau régional des articles locaux pour vraiment donner une dimension locale régionale. Et la traduction de ces articles sont partagés le cas échéant pour autant que les moyens nous permettent. Alors, tout au long de notre événement, n'hésitez pas à partager des citations, du contenu qui vous semble intéressant. N'hésitez pas à nous étiqueter à NORAC et le hashtag sera éducation, ODD4, bien sûr, ODD17, puisque là, on parle de l'objectif de partenariat qui couvre également le financement, puis financing notamment. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à David Archer, qui a été notre éditeur invité pour la version originale du NSI 05, qui est en anglais cette fois-ci, et il va évoquer avec nous les différentes questions qui sont abordées dans cette édition, justement pour ce qui a trait eh bien, aux finances, la mobilisation de ressources nationales, et puis nous passerons la parole à nos éditeurs régionaux qui vont passer en revue justement leur version contextualisée du NSI. David. Merci beaucoup, Moira. Merci de m'avoir invité à prendre la parole. Justement, c'est un moment très, très important pour pouvoir partager toutes ces versions linguistiques de ce recueil d'articles provenant de différentes régions. Lorsque nous avons tout d'abord publié pour la première fois justement ce NSI en novembre 2020, eh bien, le moment était, ma foi, très, très opportun. Nous étions en plein milieu de la crise de la COVID-19, 1,5
milliards d'enfants ne pouvaient pas aller à l'école ou n'ont pas pu aller à l'école à un moment donné. Et c'est vrai que là, on était vraiment confronté à des problèmes de financement de l'éducation, tout simplement parce que, eh bien, il fallait répondre, bien sûr, à la crise sanitaire, etc. Et on s'est rendu compte que les budgets nationaux destinés à l'éducation étaient réduits de plus en plus. Alors, nous sommes ici de retour en mars 2022. Je ne pense pas que la situation ait grandement changé depuis. Donc, voilà, encore une fois, nous sommes confrontés à d'énormes défis au niveau du financement de l'éducation. Nous voyons encore que les budgets destinés à l'éducation partout dans le monde sont réduits à la portion congrue parce que l'éducation n'est plus la priorité. Et c'est vrai que vous verrez en fait que les répercussions ne sont pas encore très claires, mais nous pensons effectivement que justement après les événements en Ukraine, eh bien, les dépenses militaires vont augmenter, ce qui veut dire encore une fois que l'on va mettre sous pression le financement destiné à l'éducation. Alors, si l'on regarde le financement de l'éducation un peu partout dans le monde, et on se rend compte que, en fait, il faut continuer de se battre. Il faut constamment se battre pour mettre l'accent sur cette question stratégique essentielle qu'est le financement au niveau national. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une série de discussions qui ont cours au sein de l'UNESCO, autour de l'ODD 4, au titre des différents partenariats. C'est vrai que l'on met l'accent sur l'aide internationale et sur les prêts, les crédits pour s'assurer qu'il y ait un soutien en externe. Mais là, on rate, je crois, on perd de vue une vérité fondamentale, c'est que 97% des ressources destinées à l'éducation partout dans le monde proviennent de budgets nationaux et non pas à travers l'aide internationale. Et donc, la question des dépenses destinées à l'éducation doit se centrer sur ces budgets au niveau national. Comment les élargir de manière durable pour que l'éducation continue d'être financée? L'un des plus grands défis à ce titre, eh bien, c'est le fait que les budgets à l'éducation sont en l'essence des dépenses récurrentes, puisqu'il y a notamment les salaires du personnel enseignant. Alors, c'est vrai que, eh bien, les crédits, l'aide extérieure ne servent pas vraiment à financer, eh bien, les dépenses permanentes, à savoir les salaires qui représentent la grande partie des dépenses en matière d'éducation. Et c'est vrai que lorsqu'on établit le lien entre les budgets nationaux et l'éducation, on se met surtout sur le fait que, eh bien, on se centre sur le pourcentage du budget national qui est destiné à l'éducation avec des référenciations à l'international, etc. Alors, c'est vrai que l'on fait des euh, euh, références à cette référence de 15 à 20% du budget national qui doit être alloué, affecté à l'éducation. Mais le défi, quel est-il? Eh bien, c'est que si l'on ne se centre que sur le pourcentage, la part destinée à l'éducation dans les budgets nationaux, encore une fois, on perd la vision plus générale du problème. 15%, 20%, si effectivement le budget est petit, c'est très peu. Et donc, il faut effectivement se poser la question de comment accroître les ressources disponibles dans leur ensemble. Et c'est là le facteur le plus déterminant, car cela est fonction également des recettes fiscales, des impôts. Et voilà, il y a toute une série d'articles qui se centrent là-dessus. Et c'est la première fois d'ailleurs que nous avons réussi à recueillir toute une série d'articles de par le monde qui se centrent uniquement sur la question de la fiscalité et de l'éducation. Et ça vient à point nommé parce qu'il y a véritablement un changement paradigmatique qui est nécessaire en matière de financement de l'éducation et ce sera également le résultat d'une action coordonnée concernant eh bien, le financement national et justement le fait que l'on mette l'accent sur le recueil de recettes ou le recouvrement de recettes au niveau national. Alors, c'est vrai que le FMI, par exemple, eh bien, établit effectivement que, par exemple, les pays à haut revenu consacrent quelques 40, voire plus dans les pays scandinaves, 40% des budgets
à l'éducation avec un recouvrement des recettes bien plus important. Il est plutôt à 20% dans les pays à revenus intermédiaires, etc. Alors, l'éducation doit faire partie des services fondamentaux et le Fonds monétaire international bien, estime qu'effectivement, les pays à faible revenu pourraient peut-être élargir leur part du budget national destiné aux services de base 5 points à l'avenir. Alors, le FMI considère que c'est là un objectif tout à fait atteignable, donc 5%. Donc, on devrait passer de 16 à 21% du budget national pour l'éducation. Voilà, eh bien, voilà qui suffirait pour certains pays à multiplier par deux leurs dépenses ou leur budget pour l'éducation, mais aussi pour la santé et pour, par exemple, l'épuration des eaux, etc. Le changement systémique dans le financement durable des services publics deviendra réalité à travers une action sur la fiscalité. Il est absolument essentiel de voir comment fonctionnent ces systèmes fiscaux. Les systèmes fiscaux peuvent être régressifs, donc la charge est passée vers les personnes sur les à faible revenu, ou alors elle peut être progressiste ou progressive plutôt, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus payent plus. Dans la plupart des pays à faible ou à moyen revenu, en fait, les systèmes sont plutôt régressifs plutôt que progressifs. Donc, les recettes ne sont pas recueillies sur une base équitable et du coup, les recettes dépendent, par exemple, de la taxe à la valeur ajoutée, ce qui a un impact disproportionné sur les personnes à faible revenu, notamment les femmes. Et donc, nous voulons effectivement également mettre au point des systèmes qui prennent en compte la dimension du genre également. Alors, c'est vraiment essentiel pour que tous les systèmes deviennent plus progressifs, par exemple, en taxant les produits de luxe notamment, mais aussi en se penchant sur, par exemple, une progressivité dans l'imposition à la fiscalité des entreprises et des personnes privées, l'impôt foncier, les droits de douane, les accises, tout cela doit être pris en considération. Et puis à l'avenir aussi, la taxe carbone, la taxe numérique, il faudra véritablement se pencher sur toute cette grande diversité de systèmes d'imposition pour mettre en place des réformes progressives qui puissent nous permettre de redoubler le recouvrement des recettes pour financer durablement les systèmes d'éducation publique, notamment. Alors, si effectivement nous essayons d'argumenter que l'éducation est exceptionnelle et que toutes les recettes doivent être destinées à l'éducation, là, on ne gagnera pas la bataille et au contraire, on s'attirera justement lire la foudre des travailleurs du secteur de la santé, notamment, et d'autres services publics, alors qu'il faudrait trouver la manière, ma foi, de mener un combat parce qu'il y a une véritable interdépendance justement entre tous ces services et cette cause au fin des ODD. Alors, c'est un défi depuis quelque temps déjà que de mettre la question de la justice fiscale sur la table des discussions concernant l'éducation. Il y a quand même une certaine résistance. Beaucoup de gens nous disent nous n'avons pas d'expertise en matière de fiscalité, il faudrait se référer à d'autres experts, c'est bien trop complexe, trop difficile. Et attention à cela, parce que très souvent, alors, dans les espaces qui discutent de l'éducation au niveau mondial, on ne parle pas de la fiscalité, alors que justement, ces activités au niveau fiscal auront probablement l'impact le plus profond sur le financement de l'éducation. Il faut le reconnaître, il faut en prendre acte, alors qu'on évite d'avoir, ma foi, une discussion sérieuse. Ce débat est manquant au niveau des discussions internationales sur l'ODD 4 et l'architecture mondiale en matière d'éducation. On l'évite, cette discussion, mais heureusement, je crois qu'il y a un petit changement qui est à court pour l'instant, en partie grâce au fait que les gens sont de plus en plus conscients de l'importance de cette question. Et je crois que ce recueil d'articles et cette édition spéciale font la différence, car maintenant, les gens commençaient à parler de fiscalité dans le cadre de leurs
discussions sur l'éducation, sur la coordination mondiale en matière d'éducation. Moi, la fiscalité apparaît dans les discussions. Donc, ce recueil d'articles joue ou a joué un rôle très, très important pour faire mieux comprendre la question partout dans le secteur de l'éducation et la manière dont on peut véritablement construire un pont entre les personnes qui travaillent au niveau de la fiscalité et les professionnels de l'éducation. Dans l'édition originale, nous avions des articles du Brésil, de Cambodge, de Malawi, de l'Inde, du Pérou, de Sierra Leone, de l'Ouganda notamment. C'est vraiment sans précédent. Nous avons tellement d'articles avec des perspectives tout à fait différentes. C'était des articles de différents pays, mais aussi des articles sous des perspectives différentes avec des professeurs, mais aussi, ma foi, des universitaires qui viennent de rentrer dans le secteur, et puis aussi les think tanks, les ONG, les syndicats d'enseignants, les groupements d'étudiants, et puis également les représentants du mouvement mondial travaillant sur la fiscalité et l'éducation. Et cette grande palette, cette diversité de perspectives qui fait que ce numéro soit particulièrement riche en enseignement. Bien. Alors, cette nouvelle édition est une ressource impressionnante, me semble-t-il, un recueil de références parce que nous avons réussi à tendre la main à différents groupes concernants. Et puis, il y a toute une série d'articles supplémentaires qui ont été commandés dans chacun des cas, ce qui vient ajouter une dimension supplémentaire à notre entendement, notre compréhension, la manière dont eh bien, la fiscalité et l'éducation sont interreliées. Alors, nous avons vu au cours des derniers temps, eh bien, et surtout depuis la publication des numéros régionaux, de cette alliance ActionAid, Campagne mondiale pour l'éducation et éducation internationale, le réseau Tax Justice, l'Alliance mondiale pour la justice fiscale, le réseau africain pour la justice fiscale, etc. Bien, nous avons vu en fait que toutes ces parties prenantes se rassemblent pour voir comment approfondir le lien entre les communautés, ou plutôt les instituts de recherche au niveau de la fiscalité et de l'éducation, au niveau national, au niveau régional et au niveau mondial. Donc, j'espère que ce nouvel élan qui vient avec la publication de ces nouvelles éditions, de ces nouveaux numéros aujourd'hui, nous aidera eh bien, à, encore une fois, approfondir la manière dont eh bien, les gens se rassemblent au-delà des frontières, au-delà de leurs associations pour assurer comment arriver à des systèmes d'éducation ou plutôt de financement public à travers la fiscalité. Il ne fait aucun doute que la fiscalité doit faire partie intégrante de nos discussions. C'est probablement l'aspect le plus important si nous voulons effectivement progresser sur le financement de l'ODD 4, outre les autres objectifs de développement durable. Alors, c'est vrai que la fiscalité ne sera pas la panacée, ou en tout cas, la fiscalité ne permettra pas, ma foi, de financer tous les systèmes d'éducation. Alors, il y a la part du budget alloué à l'éducation, mais aussi la taille du budget, c'est important. Et puis, l'affectation des ressources est absolument sensible. Il faut bien sûr, mettre en place des systèmes de contrôle pour s'assurer que les fonds arrivent à destination. Mais si l'on ne commence pas par une source prévisible de recettes pour le financement de l'éducation à travers une action sur la fiscalité, eh bien, je crois que toutes ces autres priorités ne pourront être réalisées. Merci beaucoup pour m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Merci aussi à Norag pour l'incroyable travail qui est mené pour élaborer justement ces numéros, ces éditions eh bien, dans différentes langues. Je crois qu'elles vont être lues et relues. Je me réjouis d'entendre les autres éditeurs également. Je repasse la parole à Moira. Merci. Merci beaucoup, David, pour nous avoir donné donc toutes ces informations riches sur lesquelles on pourra travailler donc avec ces éditions régionales. Donc, le premier rédacteur régional que je voudrais appeler, c'est Racha Sharaf. Elle est rédactrice pour l'édition arabe. Elle est professeure d'éducation comparative en université d'Égypte. Merci beaucoup, Racha, si vous avez la parole. Merci.
Je vais passer en arabe puisque je vais présenter cette édition arabe. Donc, utilisez s'il vous plaît la traduction, l'interprétation simultanée. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je suis Racha Sharaf. Je suis heureuse et honorée d'être ici en tant que rédactrice régionale pour la 5e édition spéciale NORAG. Avant de rentrer dans les détails de ce NSI, je voudrais dire que les éditions précédentes sont disponibles sur le site web de NORAG, donc en arabe aussi. Il y a des informations très intéressantes pour les chercheurs pour pouvoir un peu se familiariser, s'informer. Et donc, s'il vous plaît, permettez-moi maintenant de partager avec vous une présentation brève sur cette NSI numéro 5. J'espère que vous en profiterez tous, vous en tirerez profit. Et donc, pour ce qui est de cette NSI numéro 5, il parle donc de financement domestique, d'impôts et d'éducation. Et c'est très important, notamment pour les pays arabes, car il y a eu des débats constants sur l'éducation. Est-ce que c'est un service ou est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est un service qui doit être fourni pour pouvoir atteindre des droits pour les citoyens ou bien est-ce que l'on doit percevoir l'éducation autrement? Donc, c'est ce que le gouvernement cherche. D'ailleurs, ici, dans cette édition, nous fournissons une autre perspective en termes de financement d'éducation, notamment pour le financement national. Et donc, pour voir s'il y a aussi des opportunités d'éducation égalitaire pour les apprenants en général et aussi donc dans les pays arabes en particulier qui dépendent des différentes cultures socio-économiques. Donc, comment le financement national peut changer la vie des personnes? Et donc, je suis heureuse d'ailleurs de cette édition arabe car les langues ne sont plus des obstacles et cela permet l'intégration de toutes les personnes dans un seul groupe et qu'elles puissent tirer profit de cette approche scientifique. Donc, la méthodologie pour cette version spéciale en arabe, eh bien, nous avons sélectionné des articles donc, nous avons des articles qui ont une pertinence pour la région arabe et nous avons choisi 2 ou 3 articles sous chaque section, sous chaque rubrique et nous avons invité les auteurs de la région arabe à contribuer, à enrichir le contenu. C'est ce que j'appelle la voix de la région et c'est la relation donc entre les orateurs de cette région arabophone avec donc cette édition spéciale, cette idée d'édition spéciale. Et donc, nous avons eu aussi le sponsorat de monsieur le professeur Hilali El Chabeni, professeur de planification éducationnelle ou éducative pardon, et d'administration éducative à l'Université Mansoura. Donc, cet article a beaucoup contribué à jeter la lumière sur cette problématique très importante. Et étant donné les défis de la COVID-19, il y a eu d'autres contributions qui n'ont pas pu avoir lieu. On s'attendait à des contributions du Maroc, de la Jordanie, entre autres, mais à cause de la pandémie, les personnes sont tombées malades et donc nous leur souhaitons un bon rétablissement. Ensuite, nous avons traduit ces articles sélectionnés en anglais, et ceci fait par des chercheurs et des membres de la faculté, donc des chercheurs du domaine et qui avaient vraiment un bon contexte, un bon niveau d'anglais, donc des professeurs spécialisés. Par la suite,
il y a eu une révision technique pour veiller à ce qu'il y ait une correspondance entre les versions anglaises et arabes, notamment lorsqu'on parle de terminologie. Et il faut voir que le contenu soit bien compatible, qu'il ait le même message. Et donc, il y a eu aussi des révisions en termes de langue, des articles traduits pour voir si les formulations étaient correctes. Ensuite, il y a eu bien sûr la conception et pour que cela soit adapté au bon format standard de NORAG. Et on voit qu'il y a eu donc un effort colossal qui a été fourni pour pouvoir communiquer sur ce contenu vers les lecteurs, donc dans ces langues de l'édition. Donc, je voudrais reconnaître certaines des personnes qui ont largement contribué à cet effort. Tout d'abord, le professeur Edan Mohamed Hafez, qui aussi est aussi professeur donc d'éducation coopérative à l'université d'Incham, et aussi d'autres collègues ici qui ont contribué à cet effort et qui ont vérifié la traduction, le docteur Inès Amalkadi, de sa faculté de médication, le docteur Hamoud Esmail, qui, lui, s'est chargé de la révision linguistique, et docteur Fabik Aplazi et Ahmad Hassan. Et donc, je voudrais aussi remercier les personnes qui se sont chargées de la conception, du design, les deux personnes que vous voyez ici sur l'écran. Nous voulons vraiment leur montrer notre gratitude. Elles sont merveilleuses. Et donc, je voudrais aussi féliciter David Archer pour cette très belle sélection d'articles qui nous transforment, dimensions qui nous offrent différentes dimensions sur le financement national, financement gouvernemental pour l'éducation. Et donc, M. Chabi a parlé de la réforme gouvernementale en Égypte et il a présenté certaines des alternatives qui sont considérées comme un modèle arabe et aussi les défis que l'on a dans le monde arabe dans le domaine de l'éducation. Pour la première section, nous avons eu des perspectives générales et d'abord, il y a eu donc un aspect sur la fiscalisation pendant la COVID-19. On a trouvé que cet article était important pour la région arabe car bien sûr, toute cette pression de la COVID-19 dans le monde entier et notamment dans la région arabophone, eh bien, demander un engagement, fournir de l'éducation publique par les impôts, donc à cause de cette loi HL, qui contient différents articles liés à ce domaine. Autre chose qui est liée aux réformes progressives et régressives, eh bien, nous avons aussi choisi un article à ce sujet qui représente donc un modèle de développement, de formation, pour pouvoir surmonter les défis par rapport aux populations diverses. Donc là, nous parlons des régions africaines aussi, dans toutes leurs dimensions. Et dans cette troisième section ici, nous nous sommes concentrés sur les impôts, les différentes analyses fiscales et nous avons un article sur le Malawi et comment augmenter la sensibilisation
Et c'est un grand besoin donc pour les citoyens qu'ils comprennent l'importance des impôts et le lien avec le financement de l'éducation. L'article suivant parle des capacités que l'on doit atteindre pour avoir une éducation juste au Cambodge. Et cela parle donc de ce concept d'équité, de justice. Et je sais que tout est lié à ce concept et il y a aussi quelques exemples. Ensuite, la section suivante parle de réformes internationales et comment elles peuvent financer l'éducation et comment nous pouvons aussi nous concentrer sur les ODD et sur son importance. Donc, on peut voir aussi comment c'est lié à la fiscalité internationale, financement international, pas seulement aussi le financement domestique. Et donc, cela continue la perspective avec tous ces articles. Et nous avons aussi une information sur ce que nous devons faire pour informer les entreprises en termes de financement à de l'éducation et trouver des formules pour pouvoir attirer le secteur économique dans un partenariat pour l'éducation. La 5e section ou rubrique parle donc de partenariat public-privé. Et donc, c'est important pour la région arabophone. Il y a un article qui parle d'affecter des lignes budgétaires et ce serait soutenu par le secteur privé. Et nous espérons donc trouver ou fournir en tout cas différentes idées pour les chercheurs. Et l'article suivant parle donc du droit à avoir des ressources dédiées. Donc, on parle d'opportunités équitables d'éducation et notamment aussi pour toutes les minorités ethniques. Et nous devons éliminer donc tous ces obstacles au droit, à l'accès au droit, notamment en termes de ressources d'éducation. Dans la 6e rubrique, nous parlons des différents mouvements sociaux et des conflits qui ont lieu au sujet de l'éducation sur la collecte des impôts, notamment avec les normes standards dans différents pays qui donnent lieu à différents défis, notamment dans la région arabophone. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? C'est une question importante sur laquelle il faut que l'on se penche pour trouver des mécanismes pour faire face à la corruption dans l'éducation. Et le 12e article parle d'un fonds d'éducation au Brésil. Au Brésil, on voit comment on peut distribuer de manière fédérale ces allocations budgétaires. On parle aussi de conflits en termes d'allocation des finances pour l'éducation, notamment au niveau étatique et régional. Donc, c'était un vrai exemple ici qui peut nous inspirer. Article 13, ici, il s'agit des différentes agences pour l'éducation, des différents agencements pour l'éducation. C'était en termes d'un avenir optimiste et voir comment on peut inviter à avoir un impact tout en ayant des alliances et en travaillant main dans la main dans le monde entier, dans les différents systèmes d'éducation pour pouvoir financer l'éducation et avoir de bons systèmes d'éducation de bonne qualité et des systèmes égalitaires. Pour parler donc d'inspiration d'avenir, ici dans cette rubrique, nous avons cherché aussi des exemples dans les pays arabes, non seulement donc pour cette édition spéciale, mais aussi donc dans les éditions en anglais. On a parlé aussi d'études de cas et la diversification des participations. Et nous voulons aussi élargir la participation donc des acteurs
arabophones, notamment en termes de retour, pour que cela bénéficie directement aux régions. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci de m'avoir donné cette occasion de parler. Et je suis là si vous avez des commentaires ou des questions, et notamment sur la section arabe et donc cette édition arabe. Et je vous invite tous, donc les arabophones, à lire cette édition. Merci beaucoup Racha, pour cette super présentation et pour cette édition. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et s'il y a des questions en arabe, eh bien, Racha pourra y répondre en arabe. Et nous espérons que nous aurons le temps aussi pour une petite séance questions-réponses. Ensuite, nous avons June Teng qui est avec nous, qui est l'éditrice régionale pour l'édition mandarine, en mandarin. Et donc, elle est aussi professeure à l'Institut international d'éducation comparée, la faculté d'éducation de l'Université normale de Pékin en Chine. Et donc, June, vous avez la parole. Merci. Je suis de Pékin, de l'Université normale de Pékin, et j'enseigne donc l'éducation comparative. Je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de parler en tant que rédactrice pour la région, et j'ai travaillé avec NORAC pendant 5 ans pour la région chinoise. Je voudrais partager 3 points. Comme l'a dit David, l'éducation et la fiscalité sont des idées qui ne sont pas souvent associées. Donc, ce n'est pas complètement débattu en Chine. Si nous n'essayons pas de pousser la fiscalité en ce sens et qu'on veut avoir plus d'argent pour l'éducation, cela ne fonctionne pas. Quand on lit les versions en anglais, c'est ce qui m'a enthousiasmée. D'ailleurs, je veux parler de 2 points. L'un, c'est que on a travaillé maintenant pendant 5 ans ici pour ces éditions. On voit qu'il y a de la cohérence, on fait toujours attention aux problématiques mondiales et locales à la fois, les droits humains, les données. Et donc, et on parle des activités actuelles, et lorsque je lis la version d'un article en anglais, il y a beaucoup de points communs dans le monde entier, car nous comprenons tous que les gouvernements et ne sont pas toujours en mesure de jouer le rôle qu'ils devraient jouer. Il faut qu'il y ait il y a aussi ces opportunités qui poussent vers l'éducation privée. Donc, dans le temps, cela va créer de plus en plus de problèmes sociaux. Et donc, on le perçoit au niveau mondial. Il y a aussi des résultats de recherche qui le montrent. En Chine, nous avons les mêmes problèmes, mais je crois que il y a des idées qui sont très fortes, c'est ce que l'on a découvert. Nous devons vraiment renforcer ce lien de la pertinence entre la fiscalité et l'éducation. C'est très important. Il y a un rapport de novembre dernier des Nations unies qui incite à travailler ensemble sur la fiscalité pour faire face à l'avenir, car nous pensons, nous réfléchissons sur l'éducation. Et donc ici, nous soulignons le bien public qu'est l'éducation. C'est ce qui est crucial. Ce n'est pas seulement un acquis
à l'international. C'est aussi le cas en Chine. Nous sommes d'accord sur ce sujet. Vous voyez que ces 2 dernières années, il y a eu des changements radicaux en Chine. Les gouvernements ont souligné ce bien public qu'est l'éducation. Ils veulent recontribuer, réallouer des ressources pour l'éducation. Mais c'est vrai que les ressources pour l'éducation par rapport au PIB peuvent toujours être augmentées en Chine, mais le gouvernement voit l'éducation comme une cause publique et que le financement doit venir des gouvernements. Et donc, c'est un point très positif qui aidera à l'avenir à renforcer cela dans la société pour rendre les choses plus justes, plus équitables. Je veux vraiment souligner ce point. Dans cette édition de NORAG, c'est une très bonne édition et cela montre que l'idée mondiale, c'est celle-ci, c'est très aligné avec ce que l'on observe en Chine et donc je voulais partager cette idée. Lorsque j'ai rassemblé des articles, j'ai cherché à rassembler des sujets pour lesquels les lecteurs chinois seraient intéressés. Par exemple, dans la version anglaise, il y a 6 rubriques différentes, 6 sections différentes et je me suis dit que certaines d'entre elles n'étaient pas pertinentes pour la Chine, mais en fait, lorsque j'ai approfondi, j'ai vu que ces 6 sections étaient vraiment pertinentes pour, l'édition chinoise. Il s'agit de parler de gouvernement et de différents groupes impliqués dans l'éducation, donc la société, les entreprises et ainsi de suite. Heu, Tout cela est pertinent aussi pour la Chine et donc c'est en synchronisation et on voit aussi ce changement qui a lieu dans ce que l'on appelle l'éducation privée. Donc ce sont des organisations privées ou internationales qui, sont implantées en Chine et cela montre que nous avons des problématiques communes. Quand je choisis les articles, je regarde quels sont les pays qui partagent peut-être des points communs avec le nôtre. Je me penche par exemple sur des pays que nous connaissons déjà. Et puis, il faut choisir en fait aussi des pays peut-être que nous ne connaissons pas du tout ou très peu. Eh bien, justement, je me suis dit que c'était ça qui était intéressant, d'inclure des pays qui ne sont pas connus en général. Et puis, la question de la diversité, mais aussi de l'équilibre régional, c'est aussi un élément que j'ai tenu en compte. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voulais simplement vous dire que nous avons mis l'accent sur la décentralisation. Par exemple, la Russie nous avait fait part du fait qu'elle voulait décentraliser un petit peu. Pardon, Richard nous avait dit que il fallait décentraliser la perspective et effectivement qu'il fallait avoir une perspective plus générale. Et je voudrais peut-être souligner ce que nous avons fait au niveau régional. Nous avons mené, par exemple, des recherches. D'ailleurs, l'une de ces recherches est menée par un chercheur qui est également un traducteur que j'ai utilisé. Et ce chercheur s'intéresse énormément aux activités internationales. Et en tout cas, ce chercheur après avoir lu les articles de l'édition originale, il a lui-même écrit un article sur justement le NSI 05. Quand
comment bien un Chinois, une Chinoise interpréterait ces articles. Et moi, je crois que ce chercheur, justement, interprète bien la façon dont bien, les jeunes Chinois pourraient interpréter la chose lorsqu'ils lisent le NSI du NORAC. Alors, j'ai un autre chercheur qui vient en fait d'obtenir son diplôme de l'université, qui a recueilli beaucoup de données et qui s'est penché sur le fait d'obtenir des fonds suffisants de la part du gouvernement pour l'éducation. Et j'invite vraiment les spécialistes de l'éducation à, à lire justement cet article qui passe en revue les données recueillies dans les différentes écoles en Chine. À travers tous ces articles, nous pourrons partager avec le monde ce qu'a fait la Chine sur ce volet au cours des derniers temps. Voilà quelques-unes de mes idées. J'aimerais remercier Norak pour sa confiance. Merci de m'avoir permis d'avoir être éditrice pour ce magazine depuis 5 ans. Bon, j'ai déjà parlé suffisamment, mais j'en ai déjà également parlé avec Richard. Nous avons essayé de recueillir bien, les différentes thématiques, les thématiques reprises par Richard et aussi celles qui me semblaient les plus importantes. Pour l'avenir, j'aimerais peut-être choisir d'autres thématiques qui pourraient faire l'objet peut-être d'un livre que l'on pourra peut-être publier en Chine. Avec votre permission, en tout cas, j'espère pouvoir le faire. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est absolument merveilleux, en fait, d'entendre comment, bien, tout ce que nous faisons sert de source d'inspiration, justement, et vous pousse à faire autre chose. Non, je suis tout à fait enthousiaste à l'idée que vous avez effectivement présentée. Oui, l'autonomisation, la régionalisation est absolument essentielle pour nous permettre d'avoir toutes ces perspectives régionales. Merci beaucoup, June, de nous avoir consacré votre temps et bonne chance pour votre prochaine réunion. Maintenant, je passe la parole à Kairat Kourakbayev, qui est notre éditeur régional pour l'édition en russe. Il est directeur de l'Institut de recherche à l'Université de Nazarbayev, école ou institut pédagogique du Kazakhstan. Kairat, à vous la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Moira, de m'avoir si gentiment présenté. Je vais maintenant parler en russe et je vais partager mon écran. Voilà. Merci, merci, chers collègues. Mon nom est donc Kairat Kurabayev et je suis donc l'éditeur de l'édition régionale en russe. Voilà, et concernant le thème du financement national, alors le thème de ce numéro est extrêmement important compte tenu de la pandémie. Can you please share your presentation in the presentation mode? It will be easier for the. Thank you. Kairat, est-ce que vous pourriez partager votre présentation en mode plein écran? No, it was good for a minute and then it went back to the. Malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Yeah, That's good. it, perfect. Et voilà. Да, но да, несомненно, данная тематика является актуальной как в условиях пандемии, Alors, c'est un sujet très, très important. но и также помимо пандемии в условиях Bon, bien функционирования sûr, образовательных систем. dans le contexte de la pandémie, mais aussi pour ce qui a trait justement au financement de l'éducation outre la pandémie. Важный характер как на локальном, так и на глобальном уровне. Alors, ces questions sont très, très importantes au niveau local et au niveau mondial. Итак, представим следующий
Alors, je vais partager avec vous le transparent suivant. Для русскоязычной версии мы отобрали еще две статьи от местных авторов. Alors, nous avons ajouté à l'édition originale 2 articles locaux. Un premier document qui a trait à la révision de la fiscalité dans l'éducation au Kazakhstan. Et c'est écrit par Aïda Zagintayeva et Baglan Matiganova. your language to Russian. И вот, как я говорил, две статьи написаны местными авторами. Первая Voilà. статья Comme je vous le disais, il y a 2 documents écrits par eh bien, des auteurs locaux. Tout d'abord, un premier document sur eh bien, un examen de la fiscalité dans l'éducation au Kazakhstan, écrit par Aïda Sagentayeva et Baglan Matiganova de l'université, ou plutôt de l'Institut pédagogique de l'Université de Nazarbayev. Et le deuxième document, c'est la décentralisation fiscale et le financement des écoles per capita au Kazakhstan par Alaït Aïssi Mahmet et Rita Kasha. Et vous voyez en fait les titres à l'écran. Ce sont des traductions à l'anglais, bien sûr, hein, de ces titres. Alors, concernant le premier article que nous avons ajouté à l'édition. Donc, ce sont des articles écrits par Aïda Sagintayeva et Baglan Matiganova. Alors, là, on se penche sur l'éducation supérieure et l'article se centre sur le fait qu'il y a certaines préférences fiscales ou, disons, des avantages fiscaux, pour le dire ainsi, qui sont octroyés aux institutions universitaires parce que l'éducation, en fait, s'inscrit dans le cadre du secteur social au Kazakhstan. Et donc, les institutions universitaires ne doivent pas payer, par exemple, un impôt sur les sociétés, pas de TVA, pas de taxes sur les propriétés, pas d'impôts fonciers, pas d'autres taxes, pas d'autres charges. Mais lorsque les universités commencent à, par exemple, externaliser certaines de leurs services, par exemple lorsqu'ils louent leurs propriétés ou transfèrent, par exemple, leurs terres pour les louer à des tierces parties, voilà qui a en fait une incidence négative sur les activités des écoles ou des universités. Alors, par exemple, lorsque l'on externalise les services de la cantine pour les étudiants, eh bien, dans ce cas-là, par exemple, les institutions doivent par contre payer des impôts très élevés. Et ces organisations, en particulier les universités, lorsqu'elles sont soumises à une charge fiscale plus large, que font-elles? Eh bien, en général, elles augmentent les droits d'inscription ou alors elles arrêtent d'investir dans certaines infrastructures. Il y a 10 ans, открылся новый университет инновационного типа Назарбаев университет в честь имени une первого nouvelle президента université страны. novatrice a été ouverte. C'est l'université de Nazarbayev en l'honneur du premier président du pays. Alors, il faut savoir que l'université a un statut spécial d'organisation pédagogique autonome. Elle, en fait, elle permet aux institutions de passer à un statut, disons, d'organisation à but non lucratif. Et là, encore une fois, c'est une nouveauté du point de vue fiscal. Il faut savoir que ce modèle, en fait, est apparu sur le paysage pédagogique et de l'éducation au Kazakhstan. Et c'est vrai que bon nombre d'autres institutions essaient d'obtenir le même statut que l'université de Nazarbayev. Donc, très souvent, ce qui se passe, c'est que les universités essaient de se profiler ou d'être reconnues comme des associations sans but lucratif. Et donc, elles deviennent des organisations, comme je le disais, non commerciales,
Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que les universités peuvent engranger des recettes, mais elles ne peuvent dépenser de l'argent que pour leurs propres activités. Avec le lancement de l'université ou l'ouverture Nazarbayev, dans le code fiscal, le droit fiscal, nous avons un nouvel article, l'article 291, qui a trait à la fiscalité des institutions académiques autonomes. C'est en fait un premier article qui porte sur le secteur de l'éducation supérieure. Le deuxième article porte sur la décentralisation fiscale et le financement scolaire per capita au Kazakhstan. C'est un article écrit par Ali Haïti Mahmat et Rita Kasha. Alors, en fait, dans ce cas-ci, ou dirais-je, dans les deux articles, dans le cadre de deux articles, nous montrons l'expérience des institutions pédagogiques qui sont passées d'un modèle de financement soviétique à un modèle de financement plus moderne. Et dans ce deuxième article, justement, on parle de ces disparités en matière au niveau des étudiants entre les districts, les oblasts, comme on les appelle, et tout cela, en fait, a un effet négatif sur le système éducatif et sur les écoles financées par l'État, les écoles publiques. Alors, dans ce cas-ci, nous avons en fait introduit un financement per capita pour, justement, établir un petit peu un équilibre par rapport aux écoles de la ville. Alors, les écoles de la ville, effectivement, les écoles publiques se retrouvent dans des situations un petit peu différentes que vous soyez dans une ville ou dans un petit village. Dans un petit village, vous avez peu d'habitants et les écoles dans les grandes villes ont énormément d'étudiants. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 1606 écoles au Kazakhstan reçoivent un financement per capita couvrant 1,8 million d'étudiants. Et puis, il y a aussi un autre format de financement pour le secteur public de l'éducation au Kazakhstan, ce sont les partenariats publics-privés. Ça s'applique au secteur public en général. C'est une solution, les PPP, qui sont utilisées pour les endroits où il y a effectivement peu de place pour les étudiants dans les écoles publiques, tout simplement parce que nous avons un taux de naissance qui est extrêmement élevé et que nous avons des infrastructures obsolètes. Et quand on parle de PPP, pardon, il faut également tenir en compte certaines tendances, par exemple la mercantilisation, la privatisation aussi des écoles. Ce qui se passe, par exemple, c'est que il y a par exemple des appels d'offres qui sont passés et les deniers publics vont aboutir entre les mains d'acteurs du secteur privé. Et certains coûts, du coup, doivent être couverts par la famille des élèves, la famille de l'élève, pardon. Donc, ces deux articles ont été inclus dans le NSI 05, donc le magazine, l'édition spéciale. Alors, vous savez, ce modèle kazakh est très, très pertinent. Et ces articles, cette publication était aussi très, très importante pour nous, surtout pour nous, anciennes républiques soviétiques. Désolée, vous entendez mon enfant derrière moi, je ne sais pas si vous l'entendez dans le canal. Voilà, nous avons choisi ces deux articles pour venir compléter l'édition en russe et ils peuvent être utilisés en fait pour par les chercheurs qui veulent peut-être se pencher de manière plus approfondie sur la situation de l'éducation dans nos pays. Merci Norag, merci Moira, merci Paul, mais aussi merci à nos éditeurs régionaux et encore
encore Отдельное à спасибо David Archer pour tout моему son travail pour Сергею préparer Лучку. ce numéro И отдельное spécial du спасибо NSI нашим авторам, 05. включая Констанцию Je Савченко. Благодарю вас. remercie également nos traducteurs qui ont tout traduit en russe, mais aussi à nos auteurs kazakhs qui ont participé à cette publication. Merci beaucoup, Kairat. Merci pour cette excellente présentation de ces deux articles très, très spécifiques qui nous donnent vraiment une dimension régionale concernant cette question de la mobilisation des ressources au niveau national. Sans plus attendre, je vais maintenant passer la parole à Felicitas Acosta, qui est l'éditrice régionale pour l'édition espagnole, professeure et chercheuse à l'Université nationale du Général Sarmiento à Buenos Aires, en Argentine. Toutes nos excuses à tous les autres auditeurs, car je parle espagnol, mais je ne parle ni russe ni chinois, ni arabe, et j'ai dû massacrer vos noms. My presentation. Felicitas, make sure you're in the Spanish channel. Huh? Felicitas, veillez à ce que vous soyez bien dans le canal espagnol pour parler en espagnol. Merci. Yes. I am listening in Spanish. Okay. Oui, j'écoute bien en espagnol. Ça marche bien? Ça fonctionne? Yes, if you're on the Spanish channel, Oui, si vous êtes sur le canal espagnol, tout va bien. Buenos días. Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Felicitas Acosta. Je suis chercheuse et professeure de l'Université nationale générale de Sarmiento en Argentine et éditrice, rédactrice de l'édition en espagnol. Et avant de commencer avec cette petite description de la version en espagnol, je voudrais remercier Norak et toute l'équipe, Moira, Foll, Anouk Pasquier et les autres collègues pour ce travail en commun et pour cette possibilité de pouvoir toucher différents sujets. Pour chaque édition en espagnol, il y a donc une édition spéciale et j'approfondis des sujets de différentes manières et avec différentes expériences, différentes interventions que je n'aurais pas connues autrement. Le droit à l'éducation, la production de données, la philanthropie dans l'éducation et le sujet aujourd'hui donc qui nous rassemble. Et je voudrais aussi remercier l'éditeur de la version en anglais, David Archer, pour son travail très pertinent. C'est une édition attrayante, cohérente, harmonique et donc surtout quand on parle de fiscalité, d'éducation, la sélection de sujets, d'auteurs, la variété dès le départ, les formes, la manière d'aborder les sujets, les réflexions théoriques qui sont dans la ligne donc des Special Issues de NORAC, des NSI, et donc ça nous apporte beaucoup d'enrichissement dans nos connaissances. Et je voudrais remercier aussi tout particulièrement la traductrice des articles en espagnol ou de l'anglais vers l'espagnol, Alexandra Dorate. Et donc, je souligne ce travail puisque ce travail de rédaction va main dans la main avec le travail de traduction. Cela implique beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour être très précis puisque les auteurs, les traducteurs sont tous originaux. Donc, je voudrais aussi remercier les auteurs régionaux que je vais nommer en espagnol, donc avec leurs analyses, leurs questions, leurs vues pratiques pour voir comment améliorer de manière significative et de manière durable le financement de l'éducation avec toujours en tête la justice de la distribution. Donc, quels sont les points pertinents pour l'Amérique latine en particulier? Eh bien, pour l'édition en espagnol, bien sûr, on va parler des pays en langue hispanophone, mais aussi, surtout, donc, des pays d'Amérique latine. On sait que c'est une région très inégale, avec des pays peu développés, d'autres avec un développement moyen et certains avec un développement clé. Dans cette région, ces dernières années, il y a eu une avancée dans le financement de l'éducation. On voit dans la
diapo, mais pour l'instant, on est toujours en dessous des standards internationaux. Comme on le disait, c'est une région donc avec de grandes disparités internes. Comme on le voit sur la diapositive, il y a des pays qui investissent plus de 100% de produits intérieurs bruts dans l'éducation et il y en a qui arrivent à 3%. Donc, c'est un financement insuffisant par rapport aux normes internationales, mais il y a aussi une situation d'inégalité dans la région et donc ce n'est pas une bonne combinaison. Et ici, je ne parle pas encore du nœud de problème, c'est le financement national. Et en même temps, on peut souligner par rapport à cette région d'Amérique latine qu'il y a eu beaucoup de progrès et il y a certaines limites dans cette amplification de l'éducation. C'est un défi, et encore plus avec la pandémie. L'information disponible selon l'UNESCO indique que la plupart des 13 pays, donc 13 pays sur 17 ont une éducation secondaire obligatoire. Et on voit aussi qu'il y a 8 sur 10 adolescents qui assistent à ce niveau scolaire. Donc, cependant, comme on le voit aussi sur l'écran, la, la fin donc de l'éducation secondaire, eh bien, on arrive à un niveau beaucoup plus bas. Donc, il y a seulement 6 étudiants sur 10 qui terminent l'éducation secondaire, et notamment en Honduras ou au Guatemala, où il y a des vraiment taux très bas et de fin d'éducation secondaire. Et les variables socio-économiques ont beaucoup de poids dans ce facteur, donc sur le fait de terminer l'éducation secondaire qui est obligatoire. Il y a des lacunes importantes par rapport aux personnes les plus démunies, par rapport aux plus nantis. Donc, en Argentine, par exemple, on voit qu'en 2019, 43% des jeunes avec le moins de revenus dans les familles ont terminé l'éducation secondaire, alors que 91% des jeunes des foyers plus nantis ont terminé cette éducation secondaire. Et la situation est encore plus catastrophique dans d'autres dans ce domaine avec la pandémie. Et on le voit dans cette édition spéciale. Donc, on voit que la situation a empiré en 2021. La probabilité de terminer l'éducation secondaire en Amérique latine passe de 56 à 42%. Et donc, cela va affecter surtout les adolescents de foyers à bas revenus. Et donc, la probabilité de terminer l'éducation secondaire va presque se baisser, réduire de 20 points. Donc, cela donne de nouveaux défis de financement et cela s'ajoute à ce qu'il y avait déjà. En ce qui concerne cette version en espagnol spéciale, eh bien sûr, c'est un sujet très pertinent pour la région. Et la perspective aussi est très intéressante pour cette région, c'est-à-dire on se centre sur le financement national, le financement interne, et c'est très pertinent pour être adéquat par rapport au système de santé et d'éducation. En tout cas, le défi réel, et là je parle pour toute l'Amérique latine, c'est de parler d'augmenter le budget en soi dès le départ et donc l'augmentation des revenus fiscaux collectés par les gouvernements. Et donc, la question, c'est si on suit le fil de cette édition, on peut regarder quel est le rôle des impôts et avec l'éditeur, on voit que l'action sur la fiscalité n'est pas suffisante, mais une action de justice sociale, c'est aussi un pas nécessaire pour avoir cette éducation juste. Nous avons donc sélectionné des articles pour cette édition en espagnol selon 3 critères pour pouvoir en sélectionner 12 sur les 25 articles de l'édition anglaise. D'abord, on a regardé la variété
de contexte dans lequel ils étaient écrits, que ce soit au niveau académique ou des organisations sociales ou d'autres organismes. Ensuite, on voulait avoir un équilibre entre cette perspective mondiale et une autre plus locale. Et donc, ça a déjà été mentionné par les autres orateurs avant moi. Et ensuite, on s'est concentré sur les articles qui parlent de cas de pays hispanophones ou ibéro-américains. Et voilà, donc tous les articles sélectionnés. Bien sûr, c'est toujours difficile de choisir, surtout quand le matériel offert est très pertinent. Ici, sur cet écran, on voit que on a sélectionné 2 articles au minimum dans chacune des six rubriques. Et donc, nous avons regardé aussi tous ces cas régionaux. On a des articles de professeurs universitaires, donc des académiciens, vous le voyez ici, d'organisations de la société civile ou des avocats sur le droit à l'éducation, donc Oxfam, ActionAid, et qui se font le plaidoyer de l'éducation, ou aussi donc Tax Justice et d'autres réseaux. Et nous avons aussi l'apport des syndicats étudiants qui sont inclus aussi ici dans cette édition en espagnol. C'est le cas de l'Afrique du Sud, mais c'est une organisation qui est tout à fait pertinente dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Je ne vais pas me référer au contenu de tous les 12 articles, car les orateurs précédents l'ont fait, mais je voudrais dire que nous avons opté pour 2 expériences de l'Amérique latine qui étaient incluses dans l'édition d'origine et qui démontrent un problème clé en Amérique latine. Ce problème est le suivant, c'est la relation des politiques fiscales, l'investissement d'éducation du côté des États, mais et aussi de l'autre côté, quels sont les bénéficiaires véritables. Donc, la relation entre le financement public et le secteur privé de l'éducation, par exemple pour la République dominicaine, et aussi les peuples autochtones et les effets inéquitables, en tout cas de services rendus par l'État. Et on a pris le cas du Pérou. Donc pour les articles régionaux que nous avons introduits dans cette édition en espagnol, ce sont 2 articles. Le premier a été écrit par Marcela Brown et Alberto Croce, et ils viennent de la campagne argentine pour le droit à l'éducation. C'est une organisation de la société civile et avec différentes autres organisations, ils forment cette campagne et ils ont impulsé ce qu'ils appellent le groupe de suivi du financement de l'éducation. Et dans cet article, on parle de l'Argentine, c'est-à-dire un pays fédéral avec des régions éducatives décentralisées. Et donc, il y a un intérêt pour les autres pays qui ont ces mêmes organisations fédérales décentralisées, mais en même temps qui dépendent beaucoup aussi des ressources nationales centralisées. Et donc, cet article décrit le fédéralisme et comment nous avons besoin d'avoir un modèle de financement qui garantisse l'éducation, le droit à l'éducation, comme dans tous les pays. En Argentine, le pays souffre donc de grandes inégalités. Donc, pour les auteurs, ils proposent un modèle théorique, ce qu'ils appellent le modèle d'investissement étudiant équité, IEE, comme un paramètre pour décider des investissements éducatifs, pour atteindre les objectifs prévus par l'éducation nationale et aussi les engagements assumés par le pays dans le cadre de l'UNESCO. Et ce modèle, ce qu'il permet, c'est une discussion du système actuel, des différentes ressources qu'il y a dans les différentes provinces du pays et avec des objectifs spécifiques, par exemple l'efficacité interne du système éducatif, mais aussi la capacité de financement que chaque province possède. Et donc, je crois que ce modèle théorique peut être utile pour des pays qui ont des caractéristiques similaires d'organisation et de gestion des systèmes d'éducation. Le deuxième article de Martine Mangas
est présent aujourd'hui, Ricardo Paparas et Carlos Martinez, qui sont des chercheurs de l'Université nationale de Sarmiento, qui sont spécialistes de l'économie et du financement étatique. Ils analysent une expérience concrète qui a eu lieu pendant la pandémie et cela aussi nous a paru très intéressant, très pertinent, cette participation dans en tout cas que l'on ajoute cet article dans l'édition espagnole. Et l'article part d'une réflexion sur les ressources destinées à l'éducation en Argentine, au financement. On parle de cet impôt extraordinaire pour les grandes fortunes qui a eu lieu donc en 2020. Et comme le disent les auteurs, il est connu en Argentine et dans toute l'Amérique latine qu'il y a un contraste fort entre un système tributaire où les 2/3 des ressources collectées par l'État sont des impôts régressifs, donc de consommation et de commerce, et il y a un système éducatif public massif, public, gratuit, qui couvre beaucoup de territoires, donc pour l'éducation primaire et secondaire. Et de l'autre côté, il y a des dépenses publiques progressives qui cherchent à redistribuer les revenus vers les foyers les moins nantis. Et l'article dit que cette nouvelle loi de 2020, qui était un impôt unique, extraordinaire pour les grandes fortunes du pays, eh bien, en 2021, cette taxe a représenté 2 300 millions de dollars et un cinquième, c'est-à-dire 460 millions, étaient utilisés pour renforcer un programme de bourse pour les étudiants par le ministère de l'Éducation. Ce programme s'appelle Progressar et donc c'est pour les personnes qui recevaient déjà des bourses mais qui ont reçu un soutien supplémentaire avec cette taxe supplémentaire. Et ce programme Progressar, c'est pour les jeunes dans tous les niveaux d'éducation primaire, secondaire jusqu'à l'université. Et il existait déjà ce programme, mais à partir de cette taxe, il était possible de l'amplifier vers des étudiants, des élèves d'éducation secondaire. Donc, c'est une expérience concrète de révision de la financiation, du financement de l'éducation par les impôts. Donc, avec ces apports et avec cette sélection d'articles, nous espérons que cette édition espagnole du SI numéro 5 fournissent donc des idées sur comment fonctionnent les impôts pour pouvoir financer de manière durable l'éducation et ensuite transformer en réalité ce droit à l'éducation. Merci beaucoup. Thank you so much, Felicitas, for that overview, and we very much look forward. Merci beaucoup, Felicitas, pour cet aperçu et vraiment, nous nous réjouissons bien, de pouvoir lire cette édition régionale. Bien, il nous reste 7 minutes avant la fin. Bien, je crois que le fait que nous ne comptions plus que 7 minutes avant la fin de cet événement montre vraiment ou témoigne de la valeur de l'approche de l'ORAG. C'est-à-dire que nous voulions véritablement entendre bien, les auteurs des éditions régionales afin qu'ils puissent partager avec nous leur expertise. Mais c'est vrai que nous n'avons plus de temps maintenant pour donner la parole à tout le monde. Alors, je vais peut-être demander aux éditeurs et auditeurs invités à répondre aux questions dans la discussion. Il y avait effectivement bien, une question sur la corruption et un des articles et sur l'un des articles qui portait sur la question. Et puis, nous avons eu des questions de Keith et Bachir sur la question de la mise en œuvre que peuvent faire les organisations de la société civile, de plaidoyer, les donateurs pour appuyer cette transition vers une mobilisation accrue des ressources nationales en général et aussi aux fins de l'éducation. Au cours des 5 dernières minutes de notre événement, ce que nous allons faire, c'est lancer une initiative qui nous tient à cœur. Autant d'ailleurs que ces numéros régionaux de l'ENICI. C'est une nouvelle initiative
qui vise peut-être à justement remplir la même fonction que ces éditions régionales du NSI, qui a trait effectivement à la promotion de l'égalité en matière de connaissances. Eh bien, c'est ce que nous appelons The Scholars from the South Also Known. Alors, c'est effectivement en fait quelque chose, une initiative qui nous permet de donner la parole, d'être les porte-voix peut-être du sud du monde. Et cette initiative, Scholars from the South Also Know, eh bien, fait fond sur une autre initiative que nous appelons Women Also Know, donc People of Color Also Known. Nous prenons le même modèle et nous l'appliquons à l'un de nos principes clés, qui est cette notion de donner la parole justement à nos interlocuteurs du Sud. Scholars from the South also know, c'est-à-dire que les experts du Sud savent aussi. Pourquoi? En fait, parce qu'il y a justement cette question de production inégale, injuste au niveau mondial de recherche universitaire, pas seulement, mais aussi au niveau universitaire. La situation est très, très injuste et c'est important. Pourquoi? Parce que les chercheurs du Sud, eh bien, des pays du Sud sont très souvent sous-représentés, par exemple, dans les références, dans les articles universitaires ou spécialisés. Et puis, nous avons d'ailleurs une initiative qui a été lancée avec l'un de nos, justement, l'un de nos experts, Cora El Xu, que vous trouverez d'ailleurs sur notre site web. L'initiative étant Who do you cite? Qui citez-vous? Et nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a justement les recherches qui sont produites dans le sud du monde et très souvent, ces recherches ne sont pas prises en compte par rapport à d'autres recherches qui sont menées ailleurs et qui n'en tiennent pas compte. Alors, cet élément a fait l'objet d'un rapport que l'UNESCO nous a demandé d'écrire sur l'éducation 2030, mécanisme de coordination mondiale. Ce rapport, d'ailleurs, sera publié incessamment, mais c'est vrai que, eh bien, l'une de leurs recommandations, c'est justement d'améliorer, d'accroître la présence de chercheurs aussi d'autres régions du monde, notamment du Sud. Et puis, nous avons les collaborations en recherche Sud-Nord et nous savons que ces collaborations, eh bien, souffrent de relations inégales au point que nous avons le sentiment que bon nombre de ces collaborations de recherche ou ces partenariats, comme on les appelle, sont en fait en train de perpétuer eh bien, des pratiques colonialistes. Par exemple, les données de recherche, on se rend compte que les données sont recueillies dans le sud, mais elles sont envoyées vers le nord et les chercheurs du nord qui alors en profitent pour mener à terme leurs recherches. Et cela va à l'encontre de justement tous les projets que nous mettons en œuvre pour un meilleur financement de la recherche. Et surtout, c'est un autre, bien sûr, un aspect que nous envisageons toujours en matière de recherche sur l'éducation, outre justement la mobilisation de ressources nationales et puis tout ce qui est trait justement, comme je le disais précédemment, à la recherche. Alors, ce que nous sommes en train de dire fondamentalement, qu'est-ce que c'est? Que nous accordons de la valeur aux travaux des chercheurs du Sud. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans ces éditions du Sud. Et merci, nous avons bien sûr l'appui de fondation de la société civile pour cette initiative. L'idée, c'est que en fait, si nous reconnaissons la valeur des travaux de ces chercheurs, eh bien, nous pouvons leur donner voix, mais aussi changer les pratiques en général pour inclure la voix des chercheurs du Sud. Si vous voulez vous inscrire dans le cadre de cette initiative que nous allons du reste promouvoir lors de notre conférence CIES le mois prochain, nous aimerions vous inviter tout d'abord à mettre à jour vos informations sur le réseau NORAC. Si vous n'êtes pas encore membre du réseau NORAC, eh bien, devenez membre. Si vous êtes déjà membre,
Bon, je suis évidemment membre moi-même, donc vous pouvez bien sûr vous inscrire et ensuite vous connecter. Et là, en bas, vous avez expertise, donc région et des pays. Et puis, il y a cette nouvelle option, je suis chercheur ou chercheuse du Sud, et vous pouvez alors sauver ses préférences et cela apparaîtra dans votre profil. Et s'il y a des choses qui pourraient susciter votre intérêt, eh bien voilà, nous pourrons vous impliquer dans ces initiatives. Donc, vous pouvez mettre à jour votre profil et si vous n'êtes pas membre, eh bien, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Nous mettrons d'ailleurs le lien pour nous rejoindre à cet effet dans la discussion, dans le chat, comme on dit. Autre possibilité de participation, eh bien, c'est de vous présenter sur Twitter en utilisant justement eh bien, le hashtag Scholars from the South also know et en nous étiquetant donc @NORAG. Vous pouvez téléverser une petite vidéo, écrire une petite biographie avec votre nom, votre pays et votre domaine d'expertise. Ce sont là les informations clés. Toute autre chose également que vous voulez mentionner sera le bienvenu, hein, autant que ce soit dans de la longueur de la plateforme que vous aurez choisie. Et puis, ce que nous pourrons faire, eh bien, c'est que nous pourrons effectivement retweeter, promouvoir vos biographies, question que les gens sachent qui vous êtes, vous voir et peut-être utiliser votre travail, voir comment, eh bien, ils peuvent utiliser votre travail, vous inviter à participer à des collaborations. Alors, c'est vrai qu'il y a une conférence, justement, la conférence CIES en avril, et nous allons retweeter tous ces messages pour nous assurer que toutes les personnes qui sont concernées, donc les chercheurs dans les communautés sur lesquelles nous voulons avoir une influence et avec lesquelles nous voulons partager votre expertise, eh bien que ces parties prenantes-là puissent avoir accès justement à votre profil et vous connaître. Donc, je vous invite à participer à cette initiative et mettez-vous en contact avec nous si vous avez d'autres idées concernant la manière dont nous pourrions peut-être avancer sur ce front. C'est là une priorité essentielle pour NORAG, car pour nous, c'est là un aspect absolument central de la production inégale et injuste, la dissémination et l'utilisation de recherche, d'expertise et de connaissances. Voilà, merci beaucoup. Et nous allons lancer un appel à contribution pour le NSI 08 qui portera sur justement le